Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à ce nouveau webinaire dédié sur le retour de la menace des groupes de rançonneurs sur les secteurs sanitaires et médico-social. Petit rappel des bonnes pratiques avant de commencer, le support vous sera envoyé tout comme le replay et je vais vous mettre le lien dans le chat, j'ai anticipé, le support est déjà en ligne. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et je passe tout de suite la parole à Thomas, puisqu'on a un ordre du jour assez dense. Oui, bonjour. Je me présente en quelques mots, Thomas Damonville. Je suis expert sécurité au CERT Santé depuis mai dernier maintenant. Je suis un ancien pentester. J'ai fait de l'administration réseau, système, sécurité, un petit peu de tout ça. Et aujourd'hui, on va revenir sur cette menace du ransomware, notamment qui touche tout le secteur de la santé. Pas que le secteur de la santé, heureusement. On verra les menaces dans l'actualité. On verra les pratiques employées comme levier pour un paiement rapide, ce qu'on appelle le deuxième, la double extorsion. On analysera les vecteurs d'infection, quelques attaques qui sont menées par ces groupes, et enfin quelques recommandations pour empêcher ces groupes de pénétrer votre système d'information trop facilement. Alors déjà, effectivement, vous avez dû entendre parler depuis plusieurs mois, plusieurs années déjà, d'attaques qui ont lieu sur le secteur de la santé médico-sociale. Pas mal d'attaques de divers groupes. Là, on voit par exemple dernièrement le centre hospitalier d'Arles qui a été touché par un groupe qui s'appelle Vice Society. On a des hôpitaux, des établissements de santé, des EHPAD qui sont touchés, comme d'autres secteurs. Mais c'est une menace qui touche aussi le secteur de la santé. Il faut en être conscient. L'ANSSI remonte dans un rapport d'ailleurs que voilà, ces attaquants profitent de la pandémie, ont profité de la pandémie du Covid pour pousser plus facilement les hôpitaux à payer la rançon. C'est-à-dire que ils profitent du fait que les hôpitaux soient assez sensibles et doivent remonter leur système d'information assez rapidement pour faire pression pour que les victimes puissent payer rapidement. Quelques groupes prétendent ne pas toucher le milieu de la santé. Bon, après, ce sont des informations à prendre avec des pincettes, sachant que on ne sait pas qui sont tout à fait les gens qui sont derrière ces groupes. Quelques mots sur les techniques d'extorsion. Là, vous pouvez voir quelques groupes les plus virulents ces derniers mois. On compte ici 44 groupes qui sont répertoriés. Il faut savoir que la double extorsion est menée depuis, c'est un phénomène qui a commencé en novembre 2019 avec le groupe Maze, dont le principe c'est d'exfiltrer les données avant de chiffrer les données qui sont sur votre système d'information. Sachant que tout ce qui est publication des données volées sert à faire pression aussi sur les victimes. Voilà, par exemple, là, vous avez quelques portails de groupes qui publient ces données volées. On peut voir que elles annoncent, les attaquants annoncent en général les victimes dont les données ont été volées. C'est souvent accompagné d'un timer qui va encore plus mettre la pression sur la victime pour qu'elle paye la rançon. Actuellement, on compte un peu plus de 40 groupes actifs. Là, on en voyait 44 tout à l'heure. On n'est pas loin d'une cinquantaine, sachant que c'est des groupes qui bougent. Des groupes se font, se défont. On les voit réapparaître un petit peu plus tard. Voilà, la double extorsion est très significative et très pratiquée dans le ransomware. On voit apparaître là depuis quelques jours, quelques semaines, là une triple extorsion maintenant, où les menaçants, enfin les attaquants menacent les victimes
de représailles si jamais elles contactent ou les autorités ou voilà, ou si elles ne respectent pas les règles, les menaces aussi d'attaque de déni de service distribués. Ce qu'on appelle la triple extorsion maintenant. Donc qui tend probablement aussi à se multiplier. Quelques chiffres maintenant. Là, ce sont des chiffres de cette année qui référencent les groupes les plus importants. On voit que effectivement, ça rapporte pas mal d'argent à tous ces groupes. Là, on voit par exemple que le groupe Conti fait quasi 16 millions de dollars sur l'année à faire ce genre d'extorsion. Voilà, nous on vous conseille de ne pas payer surtout si vous êtes victime de ce genre d'attaque, parce que vous ne ferez qu'alimenter le circuit et les rendre plus forts encore, sachant que ça va pas leur passer l'envie de continuer si on paye, si les rançons sont payées. Voilà. Quelques informations sur les vecteurs d'infection maintenant. La plupart, la plupart des vecteurs d'infection qu'on peut trouver, ce sont les principaux. Le principal étant tout ce qui est phishing, sachant que les attaquants ont l'habitude de pénétrer les systèmes d'information en attaquant directement, en envoyant des pièces de relais par mail sur des postes clients. C'est le moyen le plus pratiqué par les attaquants. Il y a d'autres moyens aussi, d'autres vecteurs d'intrusion qui sont tout ce qui est withering hole, qui consiste à pirater un média, une régie publicitaire pour pouvoir déployer du malware via le navigateur par exemple. Où chaque personne qui consultera ce site web va se voir exécuter une charge malveillante, par exemple. Un autre vecteur qui est le bourrage d'identifiants, le credential stuffing. Ça, c'est très souvent tiré de fuites de données qui ont eu lieu précédemment. On a vu des grosses fuites ces dernières années. Notamment les collection number 5 qui sont sortis il y a 2-3 ans et qui référencent tout un tas de login mot de passe, paires de login mot de passe qui ont été volés sur divers portails. Et les attaquants ont aussi la possibilité d'utiliser ce vecteur, à savoir qu'ils vont réutiliser ces login mot de passe sur un système d'information professionnelle, pour voir si éventuellement, avec de la chance, l'utilisateur utilisait le même mot de passe en professionnel comme dans la fuite de données. Ce sont des choses qu'on voit aussi régulièrement. Un autre vecteur, c'est l'exploitation de vulnérabilités. On voit beaucoup de vulnérabilités, on y reviendra après, par exemple sur Exchange en ce moment. C'est la grosse mode. Donc ils vont exploiter les vulnérabilités de tout ce qui est un peu au feu, tout ce qui est boîtier VPN, firewall, les serveurs de mail, voilà, c'est toute cette panoplie de vulnérabilités qui peuvent être utilisées sur ces équipements au feu. On a aussi des attaques par supply chain, à savoir un éditeur, on l'a déjà vu dans d'autres menaces, un éditeur qui se fait pirater et les attaquants vont prendre la main sur tout ce qui est la chaîne de développement d'un logiciel par exemple et modifier les mises à jour logicielles pour y introduire du malware par exemple. Donc quand vous mettez ensuite à jour votre logiciel, vous risquez aussi de compromettre votre SI en exécutant la vulnérabilité qui est introduite par l'update. Et puis enfin, tout ce qui est les réseaux partenaires.
Il faut savoir que les attaquants ont aussi ont pris cette habitude aussi de pirater des réseaux partenaires pour rebondir sur les systèmes d'information de leurs clients. C'est une pratique aussi assez courante. C'est une pratique qu'on voit de plus en plus. Voilà. La majeure partie des plus gros vecteurs d'infection. Hein. Après, il peut y en avoir d'autres, mais c'est les plus importants, ceux-là. Sur les vulnérabilités exploitées par les groupes de rançonneurs, vous avez ici quelques CVE qui sont exploités assez activement ces derniers mois. Ça va du firewall VPN aux services, à des services très utilisés. Je pense notamment à Apache, tout ce qui est Exchange aussi, c'est très à la mode en ce moment. Et puis, tous les boîtiers du marché existants quasiment. On voit le Pulse Secure VPN, du Citrix, du F5. Ces équipements qui peuvent être mis en frontal sur Internet et dont les vulnérabilités peuvent être exploitées par ces attaquants. Sur l'écosystème maintenant, on a ça c'est un papier de l'ANSSI qui référence tout ça, donc l'écosystème de la criminalité numérique qui est très souvent très organisé. On voit des places de marché qui existent, qui vendent des outils d'attaque, des outils de chiffrement, des outils aussi des données volées. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se spécialisent uniquement ils vont par exemple pénétrer votre boîtier VPN, y récupérer des credentials, ensuite pas aller plus loin, mais les revendre sur des places de marché à d'autres acteurs qui vont ensuite, eux, exploiter tout ça pour introduire le SI. C'est assez courant aussi. C'est un gros marché. Il y a plusieurs places de marché comme ça sur Internet qui proposent ce genre de service. Moyenne en finance, bien entendu. Quand elles sont pas d'ailleurs, au bout d'un moment d'ailleurs mises à disposition du grand public gratuitement. Quelques modèles d'attaque, là vous avez quelques groupes, quelques payloads qui sont détaillés, qui permettent de présenter les attaques qui sont menées par les assaillants. Notamment tout ce qui est accès initiaux. On a vu beaucoup d'attaques sur tout ce qui était MIR RDP, qui était mal configuré. On a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est exposé au feu et avec des vulnérabilités qui sont exploitées, ou alors des configurations qui sont des applications qui sont mal configurées. Ensuite, ces attaquants, une fois qu'ils ont récupéré un accès initial, vont commencer à voler des credentials, donc voler des comptes avec divers outils. Donc, ils vont déployer des outils ou ils vont utiliser des outils qui sont déjà, par exemple, sur une infrastructure Microsoft, où on peut utiliser des outils maison quasiment pour voler ces identifiants. En général, ils vont quand même déployer quelques outils, ce qui permet de les détecter. On pense notamment beaucoup à Mimikatz, qui est très utilisé pour voler des comptes ou créer des tickets, golden tickets, etc., des tickets Kerberos pour pouvoir après pratiquer des mouvements latéraux à l'intérieur du SI en utilisant divers outils aussi. Là, c'est du Microsoft beaucoup, tout ce qui est WMI, PSExec, qui permettent de lancer des commandes à distance, ou déployer du Cobalt Strike, par exemple, des beacons Cobalt Strike, qui permettent de prendre la main et de s'introduire un petit peu plus profondément dans le système d'information. Ensuite, pour pouvoir effectuer leurs méfaits, ils vont installer de la persistance, donc c'est-à-dire qu'ils vont modifier des GPO, créer des tâches planifiées, créer des nouveaux comptes pour ensuite pouvoir revenir éventuellement sur le SI s'ils n'ont pas fini de travailler dessus, ou pouvoir
si jamais il y a un problème sur la connexion ou si ils ont été détectés quelque part, de pouvoir revenir assez facilement sur le système d'information. Ce sont des choses qui sont couramment pratiquées. On va détailler là, par exemple, vous avez une attaque classique, un modèle d'attaque qui est utilisé par le groupe Conti, qui déploie le ransomware Conti. L'accès initial est souvent réalisé par ce groupe via du phishing. Donc, par le biais du phishing, ils vont récupérer un accès sur un poste de travail, par exemple. À partir de là, ils ont leur accès initial et ils vont commencer à s'introduire un petit peu plus loin. Donc, ils vont essayer de faire de brute forcer les credentials pour récupérer un petit peu plus d'informations et un petit peu plus d'accès sur d'autres équipements. Que ce soit des équipements réseau, que ce soit des équipements, par exemple, des serveurs sur un Active Directory, sachant que le Saint Graal, c'est d'être admin de domaine ou enterprise admin sur ce genre d'infrastructure. Donc, ils vont exploiter aussi les vulnérabilités, sachant que les CVE qu'on voyait tout à l'heure, on voyait des CVE qui touchaient des équipements qui sont exposés en frontal sur Internet. Mais ces exploits, bien sûr, vont être utilisés en interne aussi sur le SI pour pouvoir s'infiltrer plus loin dans le SI. Donc, à ça, il faut, quand vous gérez un patch management, par exemple, quand vous patchez vos machines au feu, c'est déjà très bien. Mais pensez aussi à patcher tout ce qui est en interne pour éviter, justement, pour freiner au moins ces attaquants et qui ne puissent pas exécuter de vulnérabilité sur les équipements qui restent à l'intérieur du SI. Ensuite, ils vont faire de l'escalade de privilèges, donc récupérer des credentials qui vont bien pour être admin de domaine enterprise admin. À partir de là, ils vont commencer à couper les accès, à couper les équipements de surveillance de sécurité, notamment Conti pratique tout ce qui est désactivation des antivirus. Ensuite, ils vont commencer à regarder un petit peu plus profondément où sont les données intéressantes, puisque, je le rappelle, l'intérêt pour eux, c'est de voler ces données et de les chiffrer. Donc, ils ont tout intérêt à trouver tout ce qui est vos serveurs de sauvegarde, vos bases de données, parce que c'est ce qui touche, hein, ce sont les données. Et voilà. Ils vont continuer à s'introduire plus profondément dans le réseau, récupérer des accès sur les serveurs qui les intéressent, et puis se connecter. Là, ils utilisent du Cobalt Strike, par exemple, comme serveur de contrôle, command and control, ainsi tout, on appelle ça, serveur de command and control. Et récupérer les informations intéressantes, sachant que Conti est un groupe qui pratique la double extorsion aussi, donc avant de chiffrer les données, ils vont les exfiltrer. Donc, par exemple, là, ils utilisent un outil qui s'appelle airclone.exe, un petit binaire qui va permettre d'exfiltrer sur omega.nz, sur d'autres types de plateformes comme ça, d'exfiltrer les données volées. Et ensuite, ils vont commencer à chiffrer les données de la victime, du SI. Ça, c'est une diapo que j'ai prise d'une présentation du CERF Santé de mai dernier, qui revient un petit peu plus précisément sur un type d'attaque aussi assez fréquent, hein, sur tout ce qui est la reconnaissance, la récupération d'informations de la cible, tout ce qui est l'exploitation d'identifiants valides, par exemple, s'ils ont ces credentials, voire les acheter aussi, et puis commencer l'attaque en manuel. Par exemple, ici, on voit qu'ils vont utiliser des comptes légitimes sur un VPN pour s'introduire sur le SI, pour exploiter des vulnérabilités ensuite,
que ce soit Zero Logon, Sigred, tout ce qui est vulnérabilité Exchange sur les postes, Eternal Blue, etc. Ça, ce sont des vulnérabilités Windows qui sont assez communes si elles ne sont pas patchées. Maintenant, elles sont connues, donc pensez à patcher vos équipements le plus rapidement possible, voire automatiser tout ce qui est patching. Puis ensuite, ils vont sélectionner tout ce qui est sélectionner la cible pour prendre le contrôle du SI et puis commencer à attaquer, exfiltrer les données avant de lancer la demande de rançon. Voici quelques messages de rançonneurs pour l'exemple. Je ne vous souhaite pas d'en avoir vu ou d'en voir. Ce sont quelques messages qui sont déposés sur les SI et qui demandent c'est la demande de rançon clairement. Donc vous voyez apparaître aussi tout ce qui est les informations de contact, notamment les mails ou le chat pour pouvoir contacter votre agresseur. Et puis les adresses des wallets de crypto-monnaie pour payer la rançon. Donc bon, je ne vous souhaite pas d'avoir un jour à faire à ce genre de message, clairement. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais de toute façon, ça se voit assez rapidement sur un SI lorsqu'il est chiffré. La plupart des données commencent à ne plus être accessibles. Et vous voyez apparaître des fichiers avec des extensions un peu exotiques. Notamment, on peut en voir quelques-unes ici. Ce sont des extensions de noms de fichiers qui sont assez communes. Alors, bien sûr, là, c'est pas une liste exhaustive parce que des attaquants, il y en a beaucoup. Des ransomware, il y en a de différents types. Mais ce qui permet aussi d'identifier l'attaquant. On permet d'identifier le groupe qui a derrière l'attaque. Ça peut permettre d'identifier, de retrouver ce qu'on appelle la kill chain, utilisée lors de l'attaque, c'est-à-dire que tout ce qui est technique, les outils utilisés, par où éventuellement ce groupe a l'habitude de rentrer, ça permet notamment, quand vous contactez le CERT Santé, après une intrusion de ce type ou après une attaque par ransomware, ça nous permet, nous, d'avoir une idée plus précise de ce qu'on doit chercher et d'avoir une idée de par où ont pu rentrer les assaillants et de connaître un petit peu les points de faiblesse et savoir un petit peu comment réagir à cette attaque. C'est important aussi de le savoir. À ce propos d'ailleurs, sachez que si vous êtes victime d'un groupe de rançonneurs comme ça, si vos backups sont aussi touchés, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à quand même conserver les fichiers qui ont été chiffrés, notamment les fichiers sensibles. Conservez-les, puisqu'on peut aussi trouver des déchiffreurs sur le net qui sont mis, par exemple, qui sont mis à disposition sur le groupe, sur le portail de No More Ransom, par exemple, qui référence des déchiffreurs qui sont mis à disposition gratuitement et qui permettent de récupérer les données éventuellement après avoir été chiffrées. Alors bien sûr, c'est pas pour tous les groupes, pas tous les ransomware n'ont pas les clés de déchiffrement qui sont publiées, mais ce sont des informations qui peuvent paraître même quelques semaines, quelques mois après l'attaque. Donc si vous avez des données que vous ne pouvez pas déchiffrer, pensez à tout de même conserver les fichiers chiffrés. Ça peut toujours servir derrière si on peut trouver un déchiffreur. Et il nous arrive de temps en temps de travailler sur des campagnes d'attaque comme ça, où on a pu quand même récupérer, même 2 semaines après, des données qui avaient été chiffrées. Ce qui est quand même intéressant quand on a du mal à récupérer ces informations. Sur quelques recommandations à faire, quelques recommandations pour améliorer la sécurité de votre système d'information contre ce genre d'attaque ou d'autres d'ailleurs. J'ai référencé là une dizaine, douzaine de recommandations les plus basiques. Mais ce sont des recommandations qui vont permettre de
d'éviter clairement ou de freiner très très fortement les assaillants. Notamment tout ce qui est politique de mot de passe fort. Ayez une politique de mot de passe fort, c'est-à-dire n'utilisez pas des MIR RDP avec comme login mot de passe admin par exemple. Ça, ce sont des choses qu'il faut absolument pas pratiquer. Essayez un maximum d'utiliser le multiple facteur d'authentification, notamment sur tout ce qui est boîte aux lettres qui sont accessibles depuis l'extérieur, sur tout ce qui est boîtier VPN aussi, et tout ce qui est accès distant. Ça permet au moins, en cas de fuite de données, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peuvent être publiées sur Internet, d'éviter d'être rejoués, donc d'éviter tout ce qui est credential stuffing. Ensuite, on a une politique de mise à jour rapide, voire automatique, particulièrement sur les équipements exposés sur Internet. Ça, faudrait que ce soit quasi systématique. Hein. C'est-à-dire que, on l'a vu avant, les assaillants vont utiliser des vulnérabilités. Dès qu'une vulnérabilité est trouvée, il est très souvent, quelques jours, quelques semaines après, sont publiés des exploits. Donc des scripts, par exemple, qui vont exploiter ces vulnérabilités. Donc ils sont n'importe qui a accès à Internet et sait utiliser ces exploits pourra jouer la vulnérabilité sur le boîtier. Donc soyez au taquet, comme on dit, sur tout ce qui est mis à jour. Aussi sur l'interne, puisqu'on l'a vu, une fois que l'accès initial, une fois que l'attaquant a pu s'introduire sur votre SI, il risque d'utiliser encore d'autres vulnérabilités sur les équipements à l'intérieur du système d'information. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut pratiquer quasi quotidiennement. Si vous pouvez automatiser vos mises à jour, faites-le. Pensez aussi à segmenter l'infrastructure, c'est-à-dire que faire par exemple mettre en place des bastons d'authentification qui permettent de centraliser tout ce qui est authentification, de pouvoir superviser un petit peu les différentes connexions qui sont réalisées sur tel ou tel équipement. Si vous pouvez aussi, c'est déployer de l'out-of-bound, c'est-à-dire un réseau parallèle à votre réseau de système d'information. Par exemple, notamment, on utilise ça en réseau pour administrer les équipements sensibles, tout ce qui est routeur, firewalls, switch d'accès, etc. Donc, vous dédiez un réseau particulier avec du cuivre, limite dédié à ça, et qui est totalement décorrélé de votre réseau. Ça permet d'éviter que des attaquants qui sont sur votre système d'information de production puissent prendre la main aussi trop facilement sur vos équipements sensibles. Et puis surtout, faites un filtrage fin des flux réseau applicatifs. Sachant que si vous avez par exemple des zones de collecte VPN, avec vos partenaires notamment, si votre partenaire il doit se connecter qu'à un seul équipement sur un port, n'ouvrez un flux que sur cet équipement et sur ce port. Clairement, évitez de lui ouvrir tout le SI alors qu'il a besoin que d'accéder qu'à une seule machine, ou 2 machines, 3 machines, même 10 machines. Hein. Soyez le plus exhaustif possible et le reste, vous droppez, quoi. Tout ce qui est tentative de connexion sur le reste du SI, le partenaire n'est pas censé y avoir accès, vous lui interdisez l'accès, par exemple. Vous avez aussi tout ce qui est mise en place de solutions de filtrage des emails, pour tout ce qui est phishing, tout ce qui est malware. Ça, on l'a vu, c'est un des vecteurs les plus utilisés hein, pour pénétrer un système d'information. S'il y a plusieurs solutions sur le marché, des solutions payantes, des solutions de toutes sortes, françaises, plus ou moins chères. Voilà, nous on propose aussi, je vous ai mis le lien, un petit projet qui propose une suite de règles de hardening de tout ce qui est serveur de mail, par exemple. N'hésitez pas à aller voir ce projet.
qui va permettre de sécuriser aussi un maximum vos mailers. N'hésitez pas aussi, si vous avez les moyens, de mettre en place un proxy web sur les flux sortants. Alors, on s'est rendu compte avec l'expérience qu'il y a pas mal de malware, alors pas que du ransomware, mais pas mal de malware aussi, qui ont du mal à dealer avec les proxys sortants et notamment tout ce qui est proxy sortant authentifiant. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à récupérer les logins mots de passe pour pouvoir se connecter sur Internet, ce qui permet de les freiner, voire ce qui leur empêche même de récupérer tout ce qui est charge utile. Quand vous avez un dropper, par exemple, un dropper, c'est un premier malware qui va s'introduire par du phishing, par exemple. Lui va essayer de récupérer derrière une charge malveillante, donc soit un virus, soit un ransomware, peu importe. Sur Internet, s'il ne peut pas se connecter sur Internet, déjà, ça va compromettre l'attaque, ce qui est pas mal. Et ça permet aussi de faire tout ce qui est filtrage par catégorie, où vous allez interdire certains sites web d'être accédés depuis l'interne, depuis votre système d'information interne. Voilà, ce sont des choses qui sont aussi très intéressantes à utiliser. N'hésitez pas aussi à désactiver tous les services inutiles. Si vous n'utilisez pas des services, par exemple la prise en main à distance graphique, RDP sur du Windows, ne l'activez pas. Tout ce qui est outils type PSExec, tout ce qui est WMI ou des accès NetBIOS même à des machines qui n'ont pas l'utilité, désactivez tout ça. C'est déjà ça que l'attaquant ne pourra pas utiliser. Clairement. Ensuite, appliquer le principe de moindre privilège, c'est-à-dire que si vous avez des postes de travail qui ne nécessitent pas d'avoir des droits administrateurs, par exemple, n'activez pas, ne laissez pas de compte administrateur sur ces postes de travail. Laissez à votre utilisateur juste un compte d'utilisateur simple. Ça évitera aussi que un attaquant qui a pris la main sur le poste puisse avoir des privilèges trop importants sur cette machine pour pouvoir notamment dumper après tout ce qui est des credentials supplémentaires, par exemple. Déconnecter aussi l'infrastructure de sauvegarde et des équipements sensibles. C'est-à-dire qu'on préconise, nous, au CERT Santé, d'éviter d'utiliser les mêmes des accès qui soient corrélés à l'Active Directory, par exemple. Si vous utilisez des NAS, des hyperviseurs, du Vim, par exemple, c'est assez commun pour vos backups. Essayez d'avoir des comptes locaux à mot de passe fort, voire même parfois sur des comptes d'administrateurs. Éventuellement avoir du double facteur d'authentification. Ça permet aussi d'éviter, lorsqu'un attaquant a la main sur l'Active Directory, de pouvoir attaquer directement avec les credentials qu'il a récupérés, de pouvoir attaquer ses équipements. Ça va le freiner fortement, voire ça va même l'empêcher de pouvoir accéder trop rapidement à vos backups. Parce que bien entendu, ils vont chiffrer les données sur les domaines contrôleurs, sur les postes de travail, mais ils vont bien sûr s'attaquer à tout ce qui est backups. D'ailleurs, il est fort probable que quand ils exfiltrent des données, ils exfiltrent les données depuis les serveurs de backups aussi, vu que, par exemple, tout peut être déjà bien trié, bien rangé, et voire même zippé ou gunzippé, ce qui permet après d'exfiltrer les choses assez facilement et d'identifier, d'ailleurs pour l'attaquant, d'identifier les données les plus sensibles. Enfin, pour finir, quelques recommandations sur tout ce qui est log. N'hésitez pas à centraliser les remontées de log de vos équipements de sécurité, tout ce qui est antivirus, les logs d'authentification, les logs des équipements périmétriques. Ça va vous permettre d'avoir une vue intéressante de ce qui se passe sur votre réseau. Ça va vous permettre aussi éventuellement de faire de la corrélation d'informations.
des informations qui sont. C'est toujours intéressant d'avoir de la corrélation, savoir ce qui s'est passé sur par exemple, sur un échec d'authentification multiple, par exemple, de savoir un petit peu d'où ça vient. Est-ce que il y en a plusieurs? Est-ce que ça s'est présenté au même moment sur plusieurs machines? Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte, notamment aussi faire une revue de log régulière. Ça, si vous pouvez faire ça, il faut le faire. Si vous pouvez installer des SIEM, par exemple, pour faire toute cette corrélation, c'est intéressant. Et enfin, prendre le temps d'investiguer sur la moindre alerte. C'est-à-dire que si vous avez des alertes antivirales, si vous avez des alertes très particulières, n'hésitez pas à investiguer et à regarder ce qui s'est passé exactement. Parce que si vous avez un équipement de sécurité qui crie, c'est pas pour rien en général. Donc il faut regarder. Quand vous avez un déclenchement antiviral, il faut regarder ce que c'est, d'où ça vient, essayer de connaître le point d'origine, le poste d'origine, savoir si le poste d'origine a pas été compromis d'une certaine façon. Ça, ce sont des choses. Alors, on a bien conscience que tous ne peuvent pas, tous les établissements ne peuvent pas faire ce genre de choses. Mais vous pouvez faire ça par des partenaires, par exemple des prestataires. Il y a des prestations SOC externalisées ou des prestataires qui vont faire de la revue de log. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on vous conseille de faire aussi. Ce sont des choses importantes à faire. Pour votre information, on a aussi un plan d'action rançongiciel publié sur notre site cyberveillesanté.gouv.fr. Donc un plan d'action préventif pour réduire le risque d'une compromission massive de domaine Windows et de sauvegarde en cas d'attaque par rançongiciel. Voilà, ça donne un petit peu plus d'informations sur comment pratiquer, sur quelles pratiques mener sur votre SI pour améliorer un petit peu l'état de votre système d'information. Et puis on a aussi quelques fiches pratiques qui sont toujours intéressantes. Donc toujours sur le rançongiciel, sur tout ce qui est phishing, sur tout ce qui est code malveillant, etc. N'hésitez pas à aller consulter ces fiches pratiques, elles sont intéressantes, elles sont concises, et ça vous apportera toujours de l'information supplémentaire pour consolider et fortifier votre système d'information. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre. Alors, pas beaucoup de questions dans le chat. Pourra-t-on disposer d'un replay ou du support? Donc oui, et je vous ai mis le lien. Ensuite, avez-vous déjà constaté ce type d'attaque sur la supply chain dans le secteur santé? Pardon, j'ai des notifs par-dessus. Alors, dans le secteur santé, particulièrement, non. Moi, ça fait peu de temps que je suis dans le secteur santé. Hein. Mais après, on a vu des attaques, c'était après WannaCry, je crois, où c'était... je ne sais plus quelle menace c'était exactement. Mais ce sont des menaces qu'on voit paraître régulièrement. On en voit 2-3 par an, clairement. Après, j'y pense. Il y a quelques attaques qu'on a vues dernièrement, qui touchaient des éditeurs de santé. Après, c'était des applis SaaS, donc elles n'ont pas infecté directement les SI des clients, de leurs clients, mais elles ont mis à mal les services rendus. Ouais. Clairement, mais c'est des choses qu'il faut conserver en tête. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. Tout à fait. Question suivante. Un outil d'EDR peut-il être plus intéressant que les antivirus classiques? Alors l'outil d'EDR, c'est bien, mais antivirus classique, déjà, il faut un antivirus classique. Un EDR derrière, bon, ça va pas empêcher l'attaque.
Enfin, ça peut empêcher l'attaque, mais l'EDR, le principe, c'est qu'il faut quand même une équipe derrière pour faire tout ce qui est investigation, tout ce qui est monitoring. Un EDR fait pas tout, quoi. Après, ça peut être coûteux si vous trouvez des EDR qui sont peu chers, ou si vous avez les moyens de prendre de l'EDR et d'analyser les remontées de l'EDR, faites-le, hein, c'est un plus. Mais c'est pas un outil magique, l'EDR. On nous demande si on va proposer régulièrement un point de situation des menaces. Si on va proposer régulièrement un point de situation des menaces, est-ce que vous pouvez préciser la question exactement, plus précisément? Est-ce qu'on va proposer? Je vois pas là. Je crois que Laurent qui a posé la question est en train d'écrire. Sous ce D'accord. format-là, on va le webinaire. Est-ce qu'on peut... Alors le truc c'est que, bon... Est-ce que vraiment on a besoin de... Là, Là, on a énuméré quand même pas mal de choses pour éviter la compromission. Par voie de presse, vous pouvez suivre les différentes attaques qui sont menées, hein, clairement. Vous pouvez aussi, si vous trouvez les liens vers les sites qui proposent du leak, vous verrez aussi les menaces qui se profilent. Après, vraiment, est-ce qu'on a intérêt à tous les mois, par exemple, faire un état des lieux de ce genre de menaces? Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, quoi. Ensuite, on nous dit, quand on est un petit établissement, que mettre en place? Quel est le minimum vital que vous recommanderiez? Alors le minimum vital, là on l'a vu, hein, des mots de passe forts, du multiple facteur d'authentification, des antivirus à jour, des serveurs à jour, des équipements à jour. Tous les équipements qui peuvent être... Alors souvent quand on est une petite structure, vous avez très certainement des prestataires qui s'occupent de ça. Demandez-leur d'être au taquet là-dessus, quoi. C'est-à-dire des mises à jour régulières de tous les équipements et pas que quand il y a des vulnérabilités qui sont trouvées, quoi. Mettre en place un patch management qui soit une politique de patch management qui soit assez réactive. Plus les antivirus, plus voilà, et surtout les remontées antivirales, essayer de les remonter, les consolider dans un même point pour pouvoir les voir régulièrement. Ça, si vous êtes une petite structure, demandez à votre prestataire de le faire. Alors, question suivante. Le défaut de sécurité informatique dans les hôpitaux est souvent lié au manque de ressources humaines dédiées spécifiquement à cela. Existe-t-il une référence pour le nombre de personnes dédiées à ça? Nombre d'ordinateurs, par exemple? J'ai pas ça en tête, non. Je n'ai pas de référentiel là-dessus. Sur le nombre de personnes en fonction du nombre d'ordinateurs. Bon, ça dépend. Je peux pas dire. Après, c'est des hôpitaux. Les gros hôpitaux sont quand même équipés de services informatiques performants. Après, c'est vrai qu'un hôpital, c'est pas forcément très facile à sécuriser, étant donné le nombre et de matériel et de logiciels qui sont déployés à l'intérieur. Non, j'ai pas de réponse là-dessus. Il n'y a pas de référentiel, à ma connaissance en tout cas. Alors, la double authentification, ok, mais comment éviter de briquer ces accès environnement Windows 10 principalement? J'ai pas bien compris. De briquer, de les casser? C'est ça? Alors attendez, je vais Je regarder. pense, oui. Attends, j'ai un truc ignoré là. Tac, question. Ok, mais comment éviter de briquer ces accès? Environnement Windows 10 principalement. Briquer, les casser, les briques BRICK, c'est ça? On La nous dit double oui authent. par une double authent trop faible, une mail adresse de l'utilisateur. Alors attends, j'ai pas vu là.
Une double autant trop faible? Comment ça, une double autant trop faible? Déjà, si vous avez un login mot de passe plus un deuxième facteur d'authentification, a priori, là, un attaquant qui a mis la main sur une paire de login mot de passe, il n'aura pas le deuxième facteur d'authent. Donc, sauf si vous utilisez du SMS et que l'attaquant pratique en plus du SIM swapping, par exemple, pour récupérer les SMS de la personne pour qui il veut voler les identifiants. Ouais, alors après, il faut voir quel type d'attaque on a en face de soi, quel type d'attaquant, quoi. Là, ça commence à devenir du gros, du sérieux. Après, faut voir aussi, faut mettre la sécurité aussi en fonction de ses moyens et en fonction de la menace en face, quoi. Trouver le juste équilibre. Alors, Thomas, tu as parlé en début de webinaire de plusieurs méthodes d'attaque, phishing, etc. Connaît-on pour chacune d'elles le pourcentage d'utilisation d'après ce qui a pu être constaté en termes de retour d'expérience? Non, j'ai pas ce genre de chiffres. Maintenant, le phishing est de loin la technique la plus utilisée. Par contre, nous, on s'est rendu compte aussi que sur le domaine de la santé, là, il y avait tout ce qui était accès VPN qui avait leaké parce qu'il y a eu un gros leak Fortinet, je crois, il y a quelques mois, là, au mois de mars dernier. On a vu quelques établissements se faire pirater par ce biais, par l'utilisation d'une vulnérabilité en fait sur des boîtiers Fortinet qui permettait de récupérer les credentials qui étaient déclarés sur le boîtier. Voilà. En ce moment, on a pas mal de serveurs Exchange qui sont exploités aussi. Voilà, je dirais que c'est le top 3 des trucs, c'est phishing, et serveurs Exchange et les boîtiers VPN qui peuvent être dont des vulnérabilités peuvent être exploitées. Alors, nous venons de faire l'objet d'un vol d'email en exploitant une faille de vulnérabilité Exchange. Les ID et mots de passe de tous les comptes concernés directement ou indirectement dans les fils de discussion des emails ont été modifiés. Que faire d'autre et à quoi devons-nous nous attendre et dans quel délai? Alors, je vais relire ça. C'est dans le chat. C'est dans le chat, ok. C'est pas dans les questions, c'est dans le chat. Faire l'objet, un vol d'email. Alors, déjà, si vous êtes un établissement de santé, j'espère que vous l'avez déclaré comme incident auprès de nos services. Après, nous, on vous accompagne là-dessus. Hein. Donc, si vous avez fait l'objet de malveillance de ce type, en général, enfin, toujours, on va vous recontacter pour avoir plus d'informations et vous orienter sur l'atténuation de l'attaque et ce qu'il faut faire, quoi. Là, ça risque d'être un petit peu long dans le cadre des échanges là de rentrer là-dedans. Les ID mots de passe de tous les comptes concernés directement ont été modifiés. Là, clairement, il faut déjà identifier. Déjà, il faut déconnecter votre serveur Exchange, identifier comment est-ce qu'ils ont pu. Enfin bon, ouvrez un incident chez nous et on va faire ça. On va gérer ça. Avez-vous une newsletter auquel nous pouvons nous abonner pour obtenir des news intéressantes et des conseils réguliers comme ceux donnés dans cette présentation? Une newsletter, à ma connaissance, non, mais on publie des bulletins régulièrement sur les différentes vulnérabilités tous les jours. Hein. On publie des bulletins sur des vulnérabilités exploitées, exploitables, sur diverses informations. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site cyberveille-santé.gouv.fr pour être alerté de ce genre de choses. Après, c'est vrai que quand on a des grosses campagnes, par exemple, les grosses campagnes sur les boîtiers Fortinet, sur les boîtiers Exchange, sur les logiciels Exchange, on contacte les établissements de santé dont on sait qu'ils ont ce genre de boîtier ou d'équipement. On les contacte pour leur demander déjà de mettre à jour leurs équipements et de vérifier qu'ils n'ont pas été piratés. Donc n'hésitez pas aussi à nous répondre quand on vous sollicite sur ce genre de trucs, parce que nous, on crée des tickets là-dessus pour le suivi. Et la majeure partie d'entre vous, vous répondez, enfin la majeure partie des établissements de santé qu'on gère
répondre, mais il y en a toujours quelques-uns qui répondent pas et puis qui répondent un petit peu tard. Ah bah mince, ça arrive parfois que quelques mois après, en fait, on se rende compte que bon, bah, ils se sont fait pirater, quoi. Alors, en espérant que ce soit jamais trop virulent, mais ça arrive. N'hésitez pas à nous répondre là-dessus et faire les opérations qu'on vous demande de faire aussi, au moins pour la vérification et la mise à jour. Alors, en cas d'incident majeur, peut-on compter sur l'aide du CERF Santé ou est-ce que vous nous conseillez de contractualiser également une offre de réponse à incident avec des prestataires privés? Alors, déjà, vous êtes soumis à, si vous êtes un établissement de santé, je crois que vous êtes soumis à déjà nous avertir du problème, de créer un incident chez nous. Déjà, le signaler. Ensuite, nous, on vous aide, bien sûr. On vous aide sur l'incident. Donc, on va faire tout ce qui est atténuation de l'incident, on va vous donner des conseils pour éviter que les attaquants puissent rester sur le SI. On va vous demander de passer des outils en général pour constater, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes de l'attaque, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait au quotidien. Donc n'hésitez pas effectivement à nous contacter là-dessus. Je crois que même si vous êtes un établissement de santé, vous êtes soumis à nous prévenir. Et donc, question d'un établissement de santé, pouvons-nous vous contacter prochainement pour un audit du SI? Et sinon, avez-vous une structure à nous recommander pour effectuer un tel audit? Alors, ouais, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Hein. De toute façon, vous êtes un établissement de santé, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à la sécurité. Nous, on vous répondra. On a des outils, on a un outil qui permet de faire des audits depuis l'extérieur. Sur ce que vous exposez en frontal sur Internet, par exemple, qui permet de faire déjà des premiers tests type d'intrusion ou au moins un audit de sécurité vu de l'extérieur de votre infra déjà. Alors, on a un complément d'info pour la question de tout à l'heure autour de la double autente. La question, c'était comment éviter de bloquer les accès. Et on nous dit justement quelle méthode de double autente utiliser, car via une clé USB, accès libre des ports USB plus perte de celle-ci, via fichier clé et donc risque de malware à l'intérieur de se laisser traîner. Donc oui, quelle méthode fiable pour une double autente? En gros, quelle est la solution magique? Vous avez des authenticators, par exemple, qui permettent ça. Le TOTP fait ça. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des librairies en plus qui permettent ensuite à l'utilisateur d'utiliser un outil. Moi, j'utilise Aegis, par exemple, AEGIS, Authenticator, qui permet de vous générer un token d'accès temporaire, ce qu'on appelle le TOTP là. Un one-time password qui permet de faire ça. Vous avez le Google Authenticator qui fait ça aussi. Vous avez plein d'authenticators comme ça qui permettent de générer des tokens type one-time password, par exemple. Et c'est assez bien documenté. Vous pouvez trouver, en cherchant bien sur le moteur de recherche que vous préférez, comment mettre ça en place. Ou après, demandez-nous, nous on peut éventuellement, on pourra vous faire un petit papier là-dessus, ouais, ou quelques lignes au moins, ouais, pour vous orienter. Est-ce que le CERF Santé fait aussi le support pour les départements d'outre-mer? On fait le support pour tout, oui, bien sûr, tous les établissements de santé, ouais. On travaille régulièrement avec le monde entier. Le monde entier. Les dom-tom, etc. Le monde entier en France, quoi. Voilà, c'est ça. On ne fait pas les établissements de santé américains, par exemple. Non, on ne fait pas ça. Pas encore. Non. Alors, vous dites ne pas payer la rançon. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, quand vous voyez Conti qui arrive à faire 16 millions de dollars dans l'année, clairement, si les gens ne payaient pas de rançon, ils ne feraient pas de dollars et ils ne seraient pas organisés comme ça. Là, maintenant, c'est des groupes qui commencent à avoir plusieurs années d'existence. Conti, je ne sais pas combien d'années c'est, mais ça commence à être pas mal.
Maintenant, dites-vous bien que c'est des entreprises. Hein. C'est plus des attaquants comme ça. C'est pas des enfants de 13 ans qui sont dans leur cave. Hein. Là, on a affaire à des entreprises dont le business, c'est de faire de l'intrusion et du ransomware, clairement. Donc, si on paye la rançon, vous ne faites que remettre une pièce dans la machine. Hein. Alors, vous allez peut-être vous récupérer vos données, peut-être, mais c'est pas exclu qu'ils repassent derrière, vous les rechiffrez et vous redemandez une rançon en plus. On l'a déjà vu, des groupes qui ne livrent pas de clés de déchiffrement, même après paiement de rançon, ou des groupes qui vont revenir vous redemander de l'argent après vous avoir après s'être introduit une seconde fois sur votre SI. Et puis en plus, si le truc c'est que si vous payez la rançon, vous prévenez pas que vous avez été infecté. Nous en général, quand on a ce genre d'établissement de santé qui s'est fait infecter par un ransomware, on fait le nécessaire pour mettre à jour les équipements. Donc pour faire un état des lieux du système d'information, pour savoir où est-ce qu'ils sont rentrés, pour savoir quels sont les équipements qui sont pas sécurisés du tout, et on vous donne un plan d'action à réaliser pour pouvoir rendre plus sain votre réseau et plus sécurisé surtout. Merci Thomas. Et après, dans le chat, on nous demande une adresse de contact. Donc, on vous a remis le lien de la page sur le site Cyberveille Santé. Voilà. Et ben, je propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup Thomas pour ton intervention. Merci à tous pour vos participations et pour vos questions. N'hésitez pas à contacter les équipes du CERT Santé. Ils restent à votre dispo. Vous allez recevoir le replay de ce webinaire par mail dans quelques minutes. Et le support est en ligne, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire de l'ANS. À bientôt. À bientôt, merci.